Bonjour à toutes et à tous. Je suis très ravie d'être ici pour une raison simple. En fait, c'est que lorsque j'étais étudiante, j'aurais voulu avoir ce type de rencontre-là. Lorsque j'ai reçu l'invitation, cela m'a semblé d'abord très curieux. Et puis, je me suis demandé pourquoi moi, en fait. C'est une question qui n'est pas anodine, c'est une question que se posent plusieurs personnes dans le monde et qui sont peut-être quelque part victimes de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Cela veut dire que vous pensez que vous avez peut-être des compétences pour quelque chose et lorsqu'on vous invite, vous vous dites, attends, on est quand même 8 milliards de voisins, enfin d'individus sur Terre, pourquoi vous en fait? Et puis vous vous dites, mais oui, pourquoi pas moi? Je suis aussi parmi ces 8 milliards d'individus sur Terre. Donc c'est tout à fait logique que l'on se pose ces questions-là. Lorsque j'ai commencé les cours à l'université, je pensais en fait que l'université était neutre et que lorsque j'entrais dans cet espace-là, c'était un espace sécurisé, sécurisant, et qu'en l'occurrence, les questions que je me posais ou les billets que je voyais dans la société allaient peut-être par un coup de baguette magique disparaître lorsqu'on entre au sein de l'université. C'est après qu'on se rend compte en fait qu'on est des individus, qu'on grandit dans des espaces spécifiques et en fin de compte, les billets inconscients nous habitent et traversent l'espace académique. Et qu'en l'occurrence, même les colloques qui sont proposés au sein de l'université, même les perspectives que l'on utilise inconsciemment sont imbriquées par des biais. Il y a des corps que l'on trouve naturels d'étudier au sein de l'université, et puis il y a des communautés qui se pensent comme étant des vecteurs de savoir. Et on se dit en fait, pourquoi et d'où ça vient? Ce sont des questions qu'on se pose aussi parce que pour moi qui suis née au Gabon, parce qu'à la base je suis gabonaise, donc issu d'un pays qui a subi un acte colonial, on se demande en fait pourquoi, étant donné que l'on parle plusieurs langues au Gabon, pourquoi le système éducatif se fait en français et pourquoi nos langues ne transparaissent qu'à travers les filtres de la traduction au sein de l'université. C'est à partir de ce moment-là qu'on se dit, en fait, il y a quand même peut-être des filtres que l'on ne voit même plus et qu'on a normalisé comme l'ordre naturel des choses. Et d'où vient cet ordre naturel des choses? C'est peut-être parce qu'il y a une construction socio-historique qui voudrait que certaines langues circulent au sein de l'université et que d'autres s'arrêtent aux portes de l'université et lorsqu'elles doivent exister, nous passons par des filtres de la traduction. Je suis une personne, tout comme d'autres personnes qui vivent en Afrique, mais qui vivent constamment en traduction, en fait. Nous vivons en traduction. Cela veut dire que pour faire cette communication qui peut paraître banale pour certains, j'ai dû traduire beaucoup de choses de ma langue au français. Et même au sein de cette langue française, j'ai dû adapter, en guillemets, la langue française que l'on estime scientifique, parce que lorsqu'on va dans les pays africains, il y a plusieurs types de français. Et donc, c'est pour dire en fait que nous sommes des sujets toujours en traduction et finalement aussi toujours en lutte parce que nous venons au sein des universités, on doit se présenter avec des apparats de la recherche scientifique, avec une langue artificielle que personne ne parle lorsqu'on sort de l'université. Et ce sont des interrogations aussi qui me viennent parce que ma fille qui est au lycée et qui est inscrite dans un système français, et pourtant elle est au Sénégal, de père espagnol et de mère gabonaise, me dit, mais maman, en fait, pourquoi les travaux des universitaires ne sont pas limpides dans un français que tout le monde peut comprendre? Et ce sont des interrogations qui peuvent paraître anodines, mais qui sont très révélateurs de comment nous nous construisons en fait. Donc aujourd'hui, cette communication que je tiens, c'est aussi en hommage à ma fille, qui a, à travers des questions peut-être anodines, m'interpelle et me rappelle qu'en fait, l'université, c'est quoi en fait? Et c'est quoi faire science? Pourquoi nous parlons une langue que nous comprenons et que d'autres ne comprennent pas? Et puis, puisque la société est l'objet d'étude de l'université, à quel moment transmettons-nous l'ensemble des productions que nous faisons à partir de l'université sur la société? Comment faisons-nous pour que tout ce qui va se faire aujourd'hui puisse transparaître au sein de l'université? Comment
restituons-nous à l'université, à la société, pardon, ce qu'on lui a appris, puisque nous sommes en train d'étudier la société, en l'occurrence, comment faire en sorte que l'ensemble des productions que nous faisons ici, au sein de l'université en tant qu'institution symbolique, puissent être bénéfiques aux sociétés à partir desquelles nous travaillons. J'ai peut-être amené un texte pour respecter le temps et je voudrais commencer par les raisons pour lesquelles je vais commencer à politiser la neutralité scientifique au sein de l'université. Non seulement en tant qu'acte de dissidence pour rappeler qu'il y a des choses que je vois et qui ne sont pas claires, mais aussi parce que je pense que nous devons aujourd'hui nous rappeler en fait que même lorsqu'on transporte peut-être le savoir, même lorsque nous nous positionnons, nous nous plaçons ici dans cette salle, il y a quand même des dispositifs de savoir de pouvoir qui nous rappelle qu'il y a des hiérarchies et des catégories. La preuve, c'est que nous sommes dans la même salle. Je suis placé ici, d'autres, donc la majorité est placée là-bas. Il y a ces barrières invisibles qui nous font croire que je serais porteuse de savoir et que d'autres seraient venus m'écouter. Et donc, quelque part, même lorsque j'entre dans la salle, même si inconsciemment on dit qu'on est tous neutres et qu'il n'y a pas de billets, il y a déjà des billets en fait dans cette salle. Il y en a qui seront là pour m'écouter. J'aurai, entre guillemets, le privilège pendant une quarantaine de minutes de parler. J'aurais peut-être pu dire des choses pertinentes, tout comme d'autres aussi pourraient dire des choses pertinentes. Mais cette disposition, cette organisation, cette structuration de la salle nous rappelle déjà que nous sommes dans un mécanisme de pouvoir entre celui ou celle qu'on vient écouter et ceux et celles qui sont venus s'asseoir pour m'écouter. Donc, c'est important que l'on s'en souvienne en fait qu'il y a des billets à tout moment, même dans la structure architecturale des salles et des espaces. Alors, qu'est-ce qui me conduit à réfléchir à la question qui est l'objet du jour, politiser la neutralité scientifique? Depuis bientôt 10 ans, cela veut dire 10 ans, ça correspond à l'année à laquelle je suis recrutée à l'Université Cheikh Anta Diop, donc en 2015. Mes travaux, en fait, n'ont pas toujours initialement été marqués par la justice sociale, la justice épistémique. Je relativisais d'ailleurs ce terme-là. Je ne comprenais pas concrètement c'est quoi la justice épistémique. Et puis, j'ai commencé à travailler sur ces questions-là. Je voulais en fait faire le lien déjà d'entrée de jeu entre science et société. Et puis, je voulais aussi mettre en lumière les biais inconscients de la neutralité scientifique, comme je l'ai dit. Et puis, finalement, réfléchir à l'utilité pratique de la production des savoirs dans les dynamiques de transformation sociale. Cela veut dire, est-ce qu'on fait la science pour la science? Est-ce qu'on fait ça juste pour avoir une carrière académique, juste pour avoir des grades universitaires? Ou lorsque nous pensons des objets d'études au sein de l'université, on a quand même une prétention à vouloir transformer la société à travers nos productions scientifiques. Je travaille à partir d'une perspective intersectionnelle. Je voudrais peut-être, entre parenthèses, rappeler que l'intersectionnalité a peut-être été conceptualisée par une afro-américaine, mais je voudrais aussi, en termes de justice sociale et de justice épistémique, se souvenir et rappeler en fait que la première femme noire dans le monde qui théorise sans dire le mot intersectionnalité s'appelle Awa Thiam, c'est une Sénégalaise, qui publie en 1978 un ouvrage intitulé La parole aux négresses. Et dans ce livre-là, elle explique de long en large comment des corps féminins noirs sont traversés simultanément par des mécanismes de domination que sont le patriarcat, le racisme, la colonialité. Je le dis parce que nous sommes justement, cette année, on a réédité l'ouvrage après 46 ans de sévrage épistémique. On a réédité l'ouvrage justement pour qu'on puisse rendre aussi la justice à ces personnes-là qui ne sont pas assez visibles dans certains espaces. Alors, donc, selon cette perspective intersectionnelle, j'analyse plus concrètement tous les biais sexistes, racistes et néocoloniaux persistants en milieu universitaire. Des raisons naturellement personnelles vont être motivées par ces stratégies de survie, en fait, ce qui justifie ma démarche dans un contexte où, hors de l'assignation des rôles préfigurés par des poncifs réducteurs, la légitimité de certains savoirs produits par certaines catégories de personnes semble encore sujette à négociation. Et on pourra, de long en large, par exemple, parler de quelques anecdotes de réalité avec des collègues ou des relations interpersonnelles que l'on vit de façon assez ubuesque au sein des universités où parfois on a l'impression que certains corps ne sont pas encore légitimes ou légitimés à produire des savoirs.
Je fais allusion au filtre de validation sur toute la chaîne de reconnaissance institutionnelle à cause, évidemment, des contraintes d'ordre réglementaire, comment l'université est structurée, d'ordre structurel, comment le monde est structuré, et puis d'ordre organisationnel. Donc, il y a tellement de choses. Est-ce qu'il est facile pour une femme de faire une carrière à l'université? On peut quand même se poser des questions. À partir de quel moule de référence a-t-on structuré l'université en tant qu'espace de savoir? Est-ce que la flexibilité le permet? Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire là-dessus et on aura le temps d'en parler au moment opportun durant la discussion. Alors, un regard critique permet de cartographier les métastases de l'injustice épistémique à l'origine, entre autres, de la fracture scientifique nord-sud en raison des préjugés de race, sexe, classe, au cœur même des dispositifs de reconnaissance. C'est pourquoi, au-delà de la géopolitique du savoir, je parle souvent de son point culminant qui est pour moi le sacre de la reconnaissance. Ça veut dire que on peut produire des choses dans certains espaces dans le monde, mais peut-être qu'ils ne sont pas assez reconnus parce qu'ils ne passent pas par le filtre de reconnaissance de ce qu'on appelle faire science. À ce titre-là, je dois quand même rappeler que la grosse difficulté à ce que l'on pense l'université comme un espace de pouvoir et donc un espace qui renferme des billets, c'est aussi en partie lié au fait qu'il y a une surreprésentation de l'université, alternativement comme épitomée de la neutralité ou comme prisme de l'objectivité ou encore comme avatar vertueux de tout ce qui est considéré apolitique. Ce qui fait justement obstruction aux billets idéologiques qui traversent dans l'absolu le méta-récit du canon en fait. Le méta-récit du canon renvoie à quoi? Lorsqu'on dit le canon, lorsqu'on dit ouvrage classique, lorsqu'on dit corpus, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à quel espace géopolitique concrètement? Donc, c'est ce que j'appelle le référent tacite. Or, en l'état actuel, l'université renferme des billets, non seulement en tant que microcosme de la société, nous venons d'espaces différents, donc il est tout à fait logique qu'il y ait ces filtres de sélection implicites, des espaces de catégorisation de corps. Évidemment, moi, je rentre à l'université, je ne suis pas qu'universitaire. Plusieurs fois, lorsque je donne cours à l'université Cheikh Diop, j'ai toujours l'impression qu'il y a des étudiants hommes qui me voient d'abord en tant que femme et pas en tant que prof. Donc, il y a quand même des attitudes qui permettent de se poser la question de savoir à quel moment l'université devient ou redevient un espace de catégorisation des corps, en fait. Et donc, la symétrie et tout ce qui va avec les hiérarchies, les catégories, et ainsi de suite. À titre d'exemple, je fais allusion aussi bien aux grades universitaires. Voilà, l'université, c'est pour moi ce qu'il y a de plus hiérarchisé. Les étudiants, les profs, et dans les profs, les grades, vous avez des gens qui peuvent vous en vouloir toute votre vie parce que vous n'avez pas restitué ou respecté leurs grades universitaires. Donc, ce n'est pas la même chose de parler avec quelqu'un qui vient à peine de commencer sa carrière que celui, prof, collègue, qui estime en fait que vous devez l'appeler professeur titulaire avec tous les égards qui lui sont... voilà, donc on peut réfléchir à ces questions-là et pourtant on est censé être dans un espace où il n'y a plus de hiérarchie, ni de catégorie, ni d'asymétrie. Je fais aussi référence justement au canon de publication et de diffusion des articles dits scientifiques. Les normes scientifiques, ça obéit à quoi? Qui produit, qui construit les normes scientifiques? Un exemple banal, les revues les plus en vogue, les revues de renom, c'est quand même toujours situé au nord. Et pourtant, pourquoi en fait? On peut se poser ces questions-là. Je parlerai également aussi des critères de classement mondial des universités. Qui construit les indicateurs d'évaluation? Où puise-t-on toutes les références qui sont inscrites dans la bibliométrie, en fait? Pourquoi certains savoirs, productions, si ça ne circule pas dans des bibliométries spécifiques, euh, on n'en parlera jamais. On peut aussi se poser la question de savoir, en fait, moi, je suis toujours très curieuse de regarder le ranking des grandes universités dans le monde. En fait, il y a vraiment, à partir de quel moment on construit tous ces critères-là, qui les construit, pourquoi certaines universités n'y sont jamais, à partir de quels indicateurs, quels sont les... Voilà, comment on analyse toutes ces questions-là. Ce sont des curiosités personnelles qui permettent qu'on se demande les billets de l'université, comment ça circule. Je mentionne aussi toute la rhétorique de la classification qui est très prégnante dans la chaîne des critères d'excellence. C'est quoi les critères d'excellence en fait? Moi, je pense que c'est catalyseur d'une certaine violence psychologique sur fond d'élitisme en fait.
au cœur des processus de sélection. Je pense, par exemple, au terme même de système éducatif. Quand on dit système éducatif, on est en train de me faire croire en fait que, implicitement, moi qui reviens d'un pays, d'un continent où il y a quand même plusieurs mécanismes de production des savoirs, que si les savoirs de certaines communautés de personnes ne circulent pas dans le système éducatif reconnu comme tel, en fait, ça n'est pas valable, ni valide, ni légitime. Donc, ce sont des questions de légitimité. Des critères d'admission, on est conscient et consciente que ce n'est pas, en guillemets, n'importe qui peut parler au centre de l'université, au sein de l'académie. Il faut avoir eu un examen qui peut être le baccalauréat et tout autre examen de sélection, de présélection, qui permet que mon corps circule au sein de l'université. Donc, toutes les personnes qui sont issues de classes ouvrières et qui n'ont pas cette possibilité, ne pourront peut-être jamais parler au sein de l'université, en fait. Et puis, il y a tous ces termes, homologation. En fait, validation. L'homologation, c'est quelque chose de très violent. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte. C'est que moi qui ai étudié à Dakar, pour que je puisse faire la thèse ou le doctorat à l'Université à l'Université Complutense de Madrid, parce que j'ai fait ma thèse en Espagne, à la Complutense, c'était une bagarre administrative, littéralement, parce qu'il fallait traduire les diplômes, estimer, un comité devait statuer, évaluer, faire une homologation pour accepter que mes études réalisées au Sénégal étaient compatibles avec le niveau académique de l'Université Complutense de Madrid et estimer peut-être en ultime recours que je méritais d'être inscrite pour faire une thèse. Donc, il y a quand même des mécanismes de sélection qui sont assez violents et qui prennent l'allure de l'exclusivité ou de l'exclusion. Donc, je pourrais peut-être clôturer là momentanément les énumérations de billets au sein de l'université des asymétries, en parlant aussi de cette notion fourre-tout que l'on mentionne comme ça un concept néolibéral, la méritocratie. Je considère en fait que c'est une démagogie du dilatoire en fait, qui prétend faire de la tyrannie des efforts personnels la panacée à la fin hypothétique des classes sociales, sans aplanir au préalable les inégalités de conditions qui jalonnent l'ascenseur social. Évidemment, j'entends ici peut-être certains me dire, si vous avez pu vous-même, c'est que d'autres aussi pourraient le faire. Sur ce point, j'aime préciser que l'on ne réussit pas seul. La réussite sociale, envisagée comme un parcours individualiste, détaché de la maîtrise des codes sociaux, sans prendre en compte les indicateurs des liens, des héritages, du potentiel des rencontres et des réseaux de contact dont on peut jouir pour aller plus vite ou au contraire être entravé par des plafonds de verre et des barrières invisibles pouvant freiner notre élan tout au long du parcours offre une lecture, pour moi, biaisée de ce que l'idéologie néolibérale de la méritocratie ne dit pas tout à fait sur ce que réussir veut dire, étant donné que la notion de mérite semble être polarisée sur la seule base des efforts personnels. Bien évidemment, loin de moi l'intention suspicieuse de délégitimer les efforts personnels de chacun et chacune ici. Toutefois, il me semble opportun d'attirer l'attention du public sur l'appréciation croisée des dimensions collectives de la réussite sociale dont nous héritons d'une façon ou d'une autre au-delà d'une simple question de volonté personnelle. Je fais précisément référence au paradigme invisible de la socialisation, notamment la cartographie des facteurs déterminants suivants: le capital social, le capital racial, le capital culturel, le capital patriarcal, le capital généalogique, le capital historique, le capital humain, le capital démographique, le capital linguistique, le capital économique, le capital géopolitique, le capital épigénétique, le capital psychologique que l'on semble trop souvent gommer d'un revers de la main, ou que l'on ne mentionne presque jamais, en fait, comme si, dès le départ de la course vers le Graal de la réussite sociale d'un individu, nous partions toutes et tous d'égales conditions sur les starting blocks de la vie. Une question subsidiaire, même par ailleurs, peut être posée à ce stade.
Qu'est-ce que réussir veut dire? À partir de quels marqueurs sociaux, fondés sur la base de quelle société modèle ou de quel modèle de société fixe-t-on le baromètre des paradigmes de la réussite sociale? En filigrane, il me semble que le référent implicite qui s'érige très souvent en paradigme de référence tangue indissociablement en faveur d'un modèle de société ou d'une société modèle calquée sur l'eurocentrisme ou l'occidentalité mue à son tour par l'ère de l'anthropocène et son corollaire, un extractivisme consumériste aux conséquences déshumanisantes et environnementales désastreuses. Blanchité, université, universalité, le poids de la race et le privilège de l'ignorance légitime. Plusieurs fois, en fait, je me suis toujours demandé, mais vous parlez avec des personnes qui sont, entre guillemets, socio-historiquement conçues, construites comme blanches, mais pourquoi ils ignorent tout de nous, en fait? Ça veut dire que ce qui est pour moi d'une évidence ne l'est pas toujours pour certaines catégories de personnes. Et ce que je ne suis pas supposée savoir, mais exiger, parce qu'en fait, pour eux, c'est d'une évidence que, en fait, ne pas le savoir, c'est manquer de culture générale. Or, en fait, pour moi, ne pas savoir des choses évidentes de chez moi, c'est aussi manquer de culture générale. Donc, c'est pourquoi je parle du privilège de l'ignorance légitime. Comment se construit le fait que, par exemple, que les hommes ne sachent rien de certaines questions que vivent les femmes, que des personnes construites comme blanches ne savent ou ne sachent rien de ce qui se passe dans certains hémisphères monde. Je ne sais pas que, par exemple, des adultes ignorent tout des requêtes de la jeunesse, comme si nous n'avions jamais été des enfants, que des personnes peut-être perçues comme pauvres racontent des choses, revendiquent des choses que des personnes qui sont nées dans une certaine aisance matérielle ne comprennent pas. Et donc, c'est ça que j'appelle, de façon plus générale, le privilège de l'ignorance légitime. Ce n'est pas seulement vis-à-vis des personnes blanches, mais aussi vis-à-vis de toutes ces personnes qui ont une ascendance sur d'autres et qui peuvent magistralement ignorer les réalités de ces communautés qui pourtant estiment être légitimes dans leurs revendications. Le circuit habituel des réseaux du savoir et les canaux conventionnels de la circulation de la connaissance au sein des espaces universitaires est celui qui s'établit à l'unisson du nord au nord. En fait, c'est une réalité que l'on observe très vite. Lorsqu'il y a 2 ans, j'ai eu une bourse de recherche pour aller au Canada, j'avais l'impression en fait que le monde de la recherche, c'était entre les États-Unis, le Canada et puis l'Europe. Et que nous, en fait, on y avait accès parce qu'on était entré dans le système, ponctuel, de façon ponctuelle. Mais lorsque tu sors de là, les décisions qui se prennent ne tiennent peut-être parfois pas compte de nos réalités. Les projets de recherche sont toujours asymétriques parce que c'est ce que l'Occident veut savoir que nous, on doit placer comme étant l'urgence dans nos agendas. Même la question des questions féministes, en fait. Il y a des réalités, en fait, qu'on ne prend pas en compte et qui sont pour moi peut-être prioritaires, mais que la notion de genre vient peut-être opacifier parce qu'on n'a pas la possibilité de parler de nos réalités au-delà de la notion de genre sur les questions spécifiquement féministes. Et donc, cette circulation des savoirs, la symétrie de cette circulation des savoirs me fait dire, en fait, que selon le burin de ce qu'on appelle la colonialité, je crois que beaucoup en ont déjà peut-être entendu parler, il s'agit en fait d'un circuit à huis clos qui réifie et valide la légitimité de celles et ceux qui seraient habilités à produire aussi bien sur eux et elles-mêmes que vis-à-vis des autres des savoirs valablement reconnus comme tels, eu égard aux dynamiques de pouvoir en vigueur. Je pense concrètement à la sémantique des asymétries où la connaissance fait implicitement allusion à l'universalité ou à l'occidentalité blanche cis hétéropatriarcale des hypothèses à rebours du discours de la méthode cartésienne. En revanche, les savoirs sont conçus à partir de la particularité subjective du cas, du lieu, du contexte, c'est-à-dire en fonction de la spécificité d'une expérience vécue, hors du raisonnement eurocentriste, synonyme ici de démonstration scientifique, eu égard à la taxonomie du procédé et à la nomenclature des preuves ou des épreuves. Dans le cas d'espèces, l'on parlera de savoirs expérientiels, savoirs ancestraux, savoirs endogènes, savoirs locaux, systématiquement attribués à l'altérité pour souligner précisément la symétrie d'une infériorité épistémologique pour
par rapport à la connaissance qui, elle, s'exprime au fronton de l'académie en lettres capitales avec les privilèges dévolus au centre autoproclamé. Parce qu'il faut le dire, le centre, en fait, c'est plusieurs fois, c'est comme dans la question des langues, on ne peut pas avoir plus d'exceptions que la règle elle-même. Euh, Paris ne peut pas continuer d'être le centre de la langue française, alors que la démographie voudrait quand même que ceux qui parlent le plus cette langue-là ne se situent pas géographiquement en France. C'est un exemple concret puisqu'on est en France. Violence épistémicide, racisme structurel. Attends, mais c'est bizarre. Cela fait longtemps que je clique, mais ça ne passe pas en fait. Purée, je parle depuis un moment et tout ce que je dis n'a aucun rapport avec... Désolée, hein, je vais donc, là, je viens de le dire, je vais passer à... Ah, voilà. Alors, donc, quel est le rapport que j'établis entre les violences épistémicides, le racisme structurel, le syndrome de l'imposteur, en fait? Pendant près de 20 ans, quand je dis 20 ans, c'est depuis que je suis dans le monde de la recherche de façon plus approfondie, j'ai souffert du syndrome de l'imposteur, dans la continuité d'une historicité ou d'un historique à l'intersection de la petite et grande histoire. À l'époque, je ne faisais pas le lien entre les violences épistémicides et l'impact de leur somatisation sur la santé mentale des corps colonisés en milieu universitaire. En ce temps-là, je slalomais inconsciente entre déni, couardise, camouflage et mimétisme autodestructeur en optant pour la procrastination à propos du débat sur le racisme structurel. Or, les problématiques soulevées sont l'apanage de la société entière. Nul ne peut, pour ainsi dire, échapper à un écosystème monde indissociable au sein duquel nous baignons toutes et tous. À l'époque, je pensais naïvement que la procrastination me mettrait à l'abri des écueils du racisme et du patriarcat, convaincu qu'il s'agissait de cas isolés jusqu'au jour où, à l'issue d'expériences intrafamiliales fatidiques, je compris à mes dépens les conséquences des dimensions globales du patriarcat et du racisme structurel en lien étroit avec les axes de recherche, avec mes axes de recherche. Je décidai alors de faire de mes écueils des objets d'étude, faisant, chemin faisant, de m'affranchir de mes propres billets, animé en cela par un exercice d'auto-déconstruction au fur et à mesure. En ce temps-là, la neutralité scientifique faisait foi immuable à mes yeux comme l'ordre inaltérable des choses, jusqu'au jour où des lieux communs me poussèrent à une analyse des tropes par effet de causalité entre la règle, la norme et le système ou le polysystème. La norme, synonyme dans l'absolu de l'universel, s'entend ici comme un corpus de prescriptions élevé au rang de standards, lesquels vont servir d'agents de régulation de l'ordre social selon les déshydratats du système en vigueur, en rythmant notamment les codes du ce qui va de soi, ça va de soi pour qui en fait, et les règles d'usage de ce qui va sans dire au sein d'une communauté plus ou moins élargie. En fait, je me posais des questions de ce qui semble si évident. L'évidence, c'est construit à partir de qui ou de quoi? Vu de ce qui précède, je choisis et j'ai choisi depuis un moment expressément de me présenter et dans le cas spécifique, de présenter ma communication en impliquant ma subjectivité au croisement du politique et du scientifique, consciente que tout savoir est situé, même si la rhétorique de l'impersonnel d'usage au sein des productions scientifiques s'impose en paravent de neutralité. Je considère en fait que la neutralité, c'est une construction politique et que parfois, lorsque je dis nous, qui est un nous scientifique, on peut parfaitement dire je, c'est moi qui pense aussi comme ça en fait. Donc du coup, c'est une construction purement politique pour faire croire que nous serions tellement hors sol qu'on pourrait avoir la capacité de penser sans être impliqué personnellement. Il peut sembler sceptique pour le commun des mortels, c'est-à-dire le grand public, de considérer le monde universitaire comme un espace politique dans la mesure où les filtres ou les subterfuges institutionnels de la neutralité sont traversés en filigrane par les multiples enjeux de pouvoir
par rapport à la production des savoirs. En de termes concrets, la production des savoirs est en arrière-plan un enjeu de pouvoir, dans la mesure où, en phase avec l'agency de l'occidentalité dans le cas d'espèce, les canaux de légitimation de l'académie s'assurent et rassurent l'hégémonie de récits canoniques au détriment d'autres relégués aux vestiges d'une archéologie fossilisée. 4 notions. J'espère que ça passera cette fois. OK, parfait. 4 notions interdépendantes jouent ici un rôle central dans la politisation de l'académie par les chercheurs, chercheuses dissidentes. D'abord, la mise en évidence de la positionnalité du chercheur, c'est que je parle à partir d'un lieu et qu'inconsciemment, je suis traversé par des biais. La mise en relief de son agentivité, c'est que j'ai un impact sur ce que je dis. C'est que lorsque je donne un cours, que je choisis une thématique, même lorsque je fais une sélection de l'œuvre, il y a quand même des préférences subjectives qui ont traversé ce choix. Et puis, il y a la réhabilitation des contributions des corps autres et surtout la provincialisation du savoir académique comme d'un savoir parmi tant d'autres, eu égard au biais inconscient de la neutralité scientifique. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus un de mes axes de recherche. J'y puise des savoirs là-bas parce que je suis convaincue qu'en fait, il y a eu des mécanismes à la base qui ont fait en sorte que ces savoirs qui sont produits, ces archives qui sont données en ligne, on peut être chercher des mécanismes d'échappatoire pour pouvoir parler aussi au-delà de l'université. Donc, pour moi, les productions en ligne sont crédibles. J'ai plusieurs fois développé des théories à travers des conversations via WhatsApp, en fait. Donc, moi, je considère que ce sont des ressources aujourd'hui. On doit pouvoir s'en servir. Oui, il y a des heures que nous passons avec des collègues via WhatsApp. Ce sont des heures qui sont pour moi producteurs de sciences et qui peuvent être utiles pour la postérité. Donc, les réseaux sociaux, c'est tout ce qui est en ligne, c'est crédible. Une conversation avec ma grand-mère, c'est crédible. Ça m'a permis de penser ce que c'était que le féminisme, en fait. Voilà. Une conversation avec ma fille, ça me permet de comprendre, en fait, que les universitaires, nous parlons de haut, alors que nous devons avoir des interlocuteurs qui doivent comprendre ce que nous disons. Donc, cette pertinence, ces propos, je les recueille avec beaucoup d'intérêt. Le fait d'habiter dans un quartier, entre guillemets, considéré UP, et que j'aille à l'université, et que je vois une jeune fille qui vient avec son bébé en salle parce qu'elle n'a pas avec qui le laisser, pour moi, c'est une dimension violente de ce que c'est que le féminisme, de ce que c'est qu'être femme et des privilèges qui peuvent être les miens par rapport à ces femmes-là. Donc, pour moi, toutes les interactions sociales sont productrices de science et de sens. Voilà. Certaines réticences associent la perspective intrasubjective que je mets en relief à l'intersection du féminisme, de l'antiracisme, de plusieurs champs disciplinaires ouvertement dissidents à de l'activisme académique. En fait, pour moi, quand on dit activiste académique, on est en train de dire tu n'es pas dans la norme, tu ne t'alignes pas. Et c'est un peu ce ton, en fait, cette expression, le wokisme, moi je me demande, c'est quoi en fait? Le wokisme, c'est à chaque fois qu'on n'est pas d'accord avec la norme. Bref, ce sont des réflexions qu'on pourrait avoir. Sur ce point, j'ai appris, pour ainsi dire, que les questions les plus simples n'ont pas nécessairement les réponses des plus évidentes. À titre illustratif, je me demande pêle-mêle, quitte à enfoncer les portes ouvertes, par exemple, d'où parle le neutre des formules impersonnelles. En fait, quand on dit il pleut, en fait, c'est une pluie. Pourquoi on ne dit pas il pleut? Pourquoi on dit il pleut? Les formules impersonnelles, qui parlent derrière? Qui les a construites, en fait? Où suis-je dans le nous collectif? Quand on dit le nous collectif, le nous, il représente qui réellement? Où se trouve le centre et pourquoi? Qui parle au centre et comment? Je pense que j'en ai parlé au départ. Ce n'est pas tout le monde qui peut parler au centre, qui peut parler au sein de l'université. Quels sont les critères de légitimation des savoirs reconnus au sein de l'académie? Quelles sont les implications connotatives du terme science dans l'ordre géopolitique du monde? Par ailleurs, qu'est-ce que la neutralité en sciences? Que nous disent les normes scientifiques des propres billets inconscients du chercheur, de la chercheuse? Du chercheur. Qu'est-ce qu'un travail scientifique de ce qui ne l'est pas, de ce qui ne l'est pas? Comment construit-on un canon et son corpus? Par exemple, j'ai toujours grandi dans un système où
il y avait des œuvres classiques au programme. En fait, mais ces œuvres classiques ne sont pas arrivées comme ça. Ce sont des gens qui les ont introduits et au fur et à mesure de leur lecture, durant des années, ce sont des œuvres qui sont devenues classiques. Mais qui les a imposées ou proposées comme étant des œuvres classiques? Il y a beaucoup de biais patriarcaux et ainsi de suite. Quels sont les paradigmes de sélection d'une œuvre dite classique à l'échelle d'une société? De quoi la norme est-elle le nom? Autrement dit, où se situe le méridien ou le kilomètre zéro servant de cadre de référence au curseur des paradigmes de sa normalité? Dans le langage courant, qu'est-ce que le prisme dominant veut dire et pour qui parle-t-il? Par ailleurs, quels sont les espaces et les lieux de théorisation des savoirs académiques? Qu'est-ce qu'une violence épistémique ou encore une démarche épistémicide? Et je m'arrête là juste 2 secondes. La violence épistémique, en fait, c'est toutes les fois où vous entrez dans un espace de savoir et où certains savoirs circulent et d'autres jamais ne circulent. Donc, indirectement, c'est l'objet d'une sélection et donc d'une exclusion. Et si le mot tellement simple, quand on dit la découverte de l'Amérique s'est faite en 1492. Est-ce que vous réalisez la violence que cela suppose sur des corps qui sont de ce continent-là? On ne peut pas découvrir un continent qui existait, qui avait sa vie, en fait. Donc, les termes comme ça, qui donnent l'impression qu'on n'a rien dit, mais c'est violent pour des communautés qui sont de cet espace géographique-là. Voilà, c'est tellement de choses. C'est un langage que l'on transporte tous les jours, que nous avons normalisé comme étant un langage universitaire de recherche, mais qui réellement est l'objet de violence. Et donc, c'est une démarche épistémicide. Pourquoi? Parce qu'implicitement, on me fait croire que avant 1492, Abiyala, qui est le nom que l'on utilise pour identifier cette région-là, n'existait pas et n'a commencé à exister que lorsque Colombe l'a découvert. Et puis aussi peut-être rappeler que le nom de Christophe Colomb en espagnol, c'est Cristobal Colón. Et moi, je pense que le verbe coloniser a commencé à exister à partir du moment où un certain Colón a fait ce qu'il a fait, aller imposer ses pensées dans cet espace-là. Donc, coloniser, c'est imiter Colomb, en fait. Ce verbe, à mon avis, vient de là. Dans le langage courant, qu'est-ce que le prisme dominant, je l'ai dit, violence épistémique, je l'ai dit, comment s'exerce-t-elle cette violence épistémique dans la pratique au sein de l'académie? Qu'est-ce que l'appropriation intellectuelle des savoirs d'autrui, appelée aussi extractivisme cognitif, et comment opère-t-elle? Comment tu racontes quelque chose à quelqu'un ou bien des gens vont faire une recherche de terrain dans une zone spécifique, recueillent des savoirs et ne nomment pas la source, en fait. C'est une violence épistémicide. Ça veut dire que je suis consciente que je vais de chez moi à une zone reculée dans un village, je vais aller poser des questions à ces personnes-là, mais ces personnes sont supprimés de mon document officiel alors qu'ils ont produit des savoirs. C'est ça qu'on appelle l'extractivisme cognitif. Ça veut dire qu'on va prendre, on va puiser des savoirs de ces gens-là, des façons de faire des structures intellectuelles de ces gens, et puis ben, je ne sais pas par quelle baguette magique on estime que ces gens qui sont à la base même de cette production ne méritent pas de figurer parce qu'en fait, prétendument, comme ils n'ont pas, il n'y a pas de source écrite, mais ce sont des sources en fait. Donc la justice épistémique qu'on pourrait faire de ce genre d'exploitation de la réflexion des gens, c'est quand même au moins de les citer. Même s'ils sont dans un village reculé, ils ont une identité. Citez-les ne fût-ce que symboliquement pour restituer leur apport à l'humanité. C'est pourquoi je parle des contributions de l'Afrique dans le commerce international des idées. C'est que tous les jours, nous produisons des savoirs. Mais peut-être c'est parce qu'on n'est pas assez cité qu'on a l'impression qu'on ne produit rien. La preuve, c'est que ce que je suis en train de faire ici, pour moi, c'est aussi une façon de migrer, en fait. On parle tellement de personnes qui migrent et qui vont aller essayer d'entrer par des mécanismes, entre guillemets, irréguliers, mais ce que je suis en train de faire, c'est aussi une contribution à l'humanité, en fait. Donc, c'est important que on en finisse avec ces billets où on ne voit que de façon asymétrique ce qui apporte et ce qui donne au sein de tous les espaces d'interaction sociale. Donc, et puis après la question des langues, j'en ai parlé tout à l'heure, je peux toujours le redire, mais pourquoi les langues africaines, les langues autres ne sont pas au sein de l'académie?
Pourquoi? Et pourtant, je suis convaincue, et pas que convaincue. Moi, quand je parle, ma langue est la langue femme parlée au Gabon, en Guinée équatoriale, au Cameroun. Il y a des niveaux de langue. Il y a des langues, il y a des niveaux de langue auxquels je n'ai pas accès parce que je n'ai pas juste la compétence linguistique pour. Donc, à quel moment, là, ce n'est pas auprès de l'Occident, mais de façon endogène, à quel moment en Afrique on va commencer à penser en fait que nos langues sont producteurs de savoir et qu'il faudrait peut-être les faire entrer d'une façon ou d'une autre au sein de l'académie? Nous avons un projet, c'est un exemple banal que je prends, euh, une université décoloniale qu'une collègue, deux collègues et moi, on a commencé à mettre en place. On a eu la première édition à Paris, donc à l'Université de Chicago à Paris, ce qui est très symbolique. Ça veut dire que pour moi, la célébration de la première édition à Paris, donc à l'Université de Chicago à Paris, pour moi, ce n'est pas Paris, c'est un territoire américain à Paris, en fait. Donc, le fait d'avoir eu ça à Paris, la deuxième édition se fera à Dakar en mai 2025. La première chose que nous nous sommes posée, c'est que une université décoloniale, ça veut dire quoi? Peut-être ça veut dire aussi que nous devons faire entrer toutes les langues au sein de l'académie. Et nous avons été freinés par quelque chose de simple. On voulait que l'appel puisse se faire. On l'a fait en français, en anglais, en espagnol. Et puis comme le Wolof est une langue qui est très parlée au Sénégal, nous estimions peut-être que c'était aussi une façon concrète de rendre justice à toutes ces langues africaines, symboliquement, à travers le Wolof. Donc, on avait pour ambition de faire un appel, l'appel symboliquement aussi en Wolof. Mais on a été buté à des choses simples. Il y en a qui nous ont dit, en fait, vous êtes en train de reproduire le mécanisme de domination, c'est que vous voulez faire une traduction du français au Wolof. Or, la langue, ce n'est pas que les mots, en fait, c'est aussi tout un imaginaire, sémantique, linguistique, ainsi de suite. Et puis après, il y a des collègues qui parlent Wolof et qui sont des linguistes, qui ont estimé, en fait, que c'est un travail qu'ils allaient faire, dont la traduction ne pouvait pas se faire gratuitement. Donc, quelque part, même lorsqu'on est motivé par des volontés de déconstruire, pardon, on retombe dans ces travers-là. Il y a le capitalisme qui rentre, il estime qu'il va faire une traduction, il faut qu'il soit payé pour ça. Et puis, il y a que, ouais, c'est vrai, est-ce qu'on doit pouvoir faire une traduction d'un appel à communication du français au Wolof, à toutes les langues africaines? Est-ce que les notions de savoir se valent dans le sens où on veut absolument trouver la décolonisation, le terme en Wolof? Est-ce que voilà, c'est beaucoup de choses et je trouve que c'est assez intéressant comme réflexion lorsqu'on est dans ce processus de déconstruction où on est finalement aussi freiné par des réalités endogènes ou systémiques ou structurelles. Et puis, il y a à quelle source, lorsque nous faisons de la recherche, à quelle source bibliométrique s'abreuvent les travaux qui circulent au sein de l'académie? On va, beaucoup de collègues, et moi aussi, souvent je le fais, je dis à des étudiants qu'il y a beaucoup de sources en ligne, allez-y les chercher. Mais nous devons être conscients que ce n'est pas tout le monde qui publie ses savoirs en ligne, en fait. On doit pouvoir dire à des étudiants, il y a les sources bibliométriques, certes, mais il y a aussi d'autres lieux de savoir où vous pouvez aussi aller puiser ces savoirs-là. Pour nous qui sommes issus de l'oralité, on doit être conscient à tout moment qu'on peut aussi dire à un étudiant que euh, l'oralité, la source orale peut être crédible. Encore faut-il savoir comment la rendre crédible pour un travail dit scientifique qui est censé être écrit, donc rédigé par des langues occidentales. D'où parlent les auteurs de ces sources bibliométriques? Pourquoi certaines épistémologies, théories et lieux d'énonciation ne circulent-elles pas ou presque pas au sein de l'académie? Qui efface-t-on inconsciemment du paysage de la pensée critique et pourquoi? Je parle là des sources universitaires ou des sources quand on fait de la recherche. D'usage dans nos travaux scientifiques, nous citons les auteurs, les autrices selon la pertinence des idées ou par rapport au prestige de leur notoriété. En fait, moi, j'ai souvent, plusieurs fois, peut-être là, de façon dissidente, je me dis, bon, bah, je vais faire une réflexion sur un sujet spécifique. Mais est-ce que je suis obligé de citer des grands penseurs si je connais un autre, entre guillemets, petit penseur qui a dit la même chose? Et puis souvent, la critique, lorsqu'on envoie les articles pour qu'ils soient soumis en double aveugle, il y a souvent des réflexions qui vous disent, peut-être qu'à ce niveau, vous auriez dû citer telle ou telle personne. Mais je ne suis pas obligé de citer cette personne-là. En fait, je le cite pourquoi? Pour la pertinence de ses propos ou parce que c'est quelqu'un qui a pignon sur rue. Et lorsqu'on le cite, ça donne l'impression qu'on est des gens, bah, on est intellectuels, quoi, en fait, on a assez lu. Et si on ne cite que des gens qu'on ne connaît pas, ça veut donc dire qu'on n'a pas assez lu et que notre travail est donc relativement pas tout à fait crédible. C'est important, ce sont des réflexions comme ça que je lance.
Plusieurs fois, moi aussi, au début de ma carrière, bah, je voulais citer les grands penseurs pour ne pas qu'on dise que je suis narguée, en fait. Donc, du coup, on veut tous citer des grands penseurs. Sinon, on va penser qu'on n'est pas tout à fait des universitaires crédibles. Et concrètement, à quelle pensée critique associons-nous nos travaux? Autrement dit, quelles sont nos influences intellectuelles? Quelles sont nos pratiques de citation académique en sciences humaines, sociales et pas que? Là, par exemple, lorsqu'on cite des gens, je suis consciente aujourd'hui que la note de bas de page est un acte politique. Citer un auteur dans le texte est un acte politique. Cela veut dire que si je cite quelqu'un dans le texte, il est peut-être plus mis en valeur que si je le cite en note de bas de page. La note de bas de page renvoie, c'est un paratexte en fait, c'est ça. Le texte, c'est l'article, le corps principal. Et le paratexte, c'est tout l'ensemble des éléments qui parasitent autour du texte. Peut-être que je pourrais faire une sorte de justice épistémique pour pouvoir citer des gens qui ne sont pas toujours assez cités dans le corps du texte et renvoyer des gens qui sont déjà tellement cités dans la note de bas de page. Donc, ce sont des questions qui semblent être peut-être anodines, mais qui sont pour moi très importantes en termes de justice épistémique. Ça veut dire que ces gens-là, si je le mets dans le corps du texte, je conditionne ou j'oblige, entre guillemets, tout lecteur à le lire. Mais si je le mets en note de bas de page, peut-être qu'on ne le lira pas parce que ce n'est pas tout le monde qui va lire les notes de bas de page, en fait. C'est très relatif. Et puis, en somme, comment nos billets inconscients œuvrent-ils à la perpétuation des dynamiques de pouvoir dans la chaîne de reproduction des hiérarchies de savoir? L'on peut aussi se demander quelle est la place, bon, bah, j'ai déjà dit ça de l'Afrique, de tous les pays qui sont considérés comme des zones périphériques dans le commerce international des idées. Dans le même sens, comment désoccidentaliser ou désimpérialiser les logiques du prisme dominant au sein du canon sans désarticuler nos propres repères, en fait. C'est bien beau, on dit qu'on va décoloniser l'université. Aujourd'hui, c'est le terme en vogue, on va tout décoloniser. Mais en fait, c'est quoi décoloniser? À titre subsidiaire, qu'est-ce que la sémantique de l'exclusion dit de nos tropismes collectifs lorsque nous utilisons indifféremment des épithètes labiles aux contours flous comme normal, officiel, universel, logique, conventionnel, traditionnel, classique. En fait, tout ça, ça renvoie à quoi? On devrait peut-être apprendre à mettre des guillemets parce que indirectement, on est quand même en train de parler à partir d'un lieu d'énonciation. À titre personnel, je me demande, par exemple, si les catégories sociales qui traversent mon imaginaire, mon parcours et ma trajectoire de femme africaine, transclasse de ma lignée familiale, ayant brisé le plafond de verre des études universitaires, s'évaporent par dissociation programmatique aux portes de l'académie, sans conflit d'intérêts, autrement dit, quelles sont les dimensions de race, de classe et de genre qui imprègnent nos interactions au sein de l'académie? À dictature du temps chronophage faisant obstruction, je ne répondrai certainement pas ici et maintenant à toutes ces questions d'intérêt général pour lesquelles, en réalité, j'invite à la réflexion dans nos pratiques de recherche au quotidien. Alors, l'hypostase du privilège de l'ignorance légitime, de façon plus concrète, les langues, les prismes, comment ça se manifeste en fait. La série d'interrogations non exhaustives que je viens d'énumérer invite à dresser un état des lieux des biais inconscients de la neutralité scientifique à partir du paralogisme des conjectures si caractéristique de ce que je dénomme le privilège de l'ignorance légitime ou encore l'hypostase de l'ignorance légitime au regard des paradigmes d'exclusion du cadre de référence. Vous pouvez aussi peut-être éventuellement lire les travaux de Webb de Boyce qui lui parle de l'ignorance blanche dans un contexte états-unien, mais moi je parle en fait de façon plus globale de l'ignorance légitime à chaque fois que quelqu'un ne sait pas ce qui est évident pour des communautés qu'on considère périphériques. Par exemple, le prisme de la neutralité scientifique se fonde d'entrée de jeu sur la préemption des prérogatives de quelques discours au détriment de la mise en berne de millions d'autres, sur l'omnipotence d'une brochette d'acteurs et d'actrices au détriment de la censure de millions d'autres, sur la quintessence de quelques civilisations au détriment de l'évanescence de millions d'autres, sur le pédantisme snobinard du
crypto-langage académique au détriment de la vulgarisation des discours autres, sur l'inertie du statu quo favorable à la blanchité cis-hétéropatriarcale au détriment du bannissement des savoirs autres, sur l'inflation conceptuelle des théories jargonneuses au détriment de l'autorité de la pédagogie expérientielle de millions d'autres. En fait, parfois, on a l'impression, moi aussi je tombe dans ce piège-là, on a toujours l'impression que l'académique, la figure, c'est celui qui va avoir des termes compliqués, et pourtant on peut le dire de façon très simple en fait. Hein. Aujourd'hui, par exemple, à l'ère du féminisme, on a l'impression que nos mères ne peuvent pas être des modèles, des références. Il faut parler un langage sophistiqué, il faut avoir des terminologies complexes, alors qu'en fait, dans la pratique, l'impact de ma grand-mère est peut-être plus évident que la théoricienne qui aura publié beaucoup de livres. Voilà. Sur l'inflation, j'en ai parlé, l'exclusivité de quelques langues au détriment de l'exclusion irrévocable de millions d'autres. Or, il s'agit à l'origine de pratiques hégémoniques à l'intersection du classisme, du racisme, du patriarcat, de la colonialité et d'une série d'autres prismes ayant érigé certaines langues en organes de traçabilité de la reconnaissance dans la chaîne de production des savoirs. Par conséquent, ne rien savoir de tout ce qui est produit dans les langues et espaces considérés d'office périphérique ou non identifiés comme des paradigmes de connaissance absoudrait d'emblée ceux et celles qui, du haut de leur condescendance, ignorent sélectivement tout ce qui en découle. En termes concrets, exclure une langue de l'académie participe de l'occultation des épistémologies inhérentes à grande échelle. La perpétuation d'une telle oppression systémique a pour corollaire la consolidation d'un vide épistémique au sein de l'académie au péril du système de connaissances concerné. Cela implique l'invisibilité des collectifs légataires, en l'occurrence dépositaires du système de savoir en question. À juste titre, cela me ramène ipso facto à ce que j'appelle l'invention de la périphérie. En fait, comment on invente la périphérie? Pourquoi on considère que certains sont périphériques et d'autres non? Je parle d'un principe qu'à partir d'un narratif autour de l'altérité comme mécanisme différenciateur, les invasions impérialistes ont eu besoin au préalable, grâce à un régime de violence institué, de périphériser des corps, des cultures et des savoirs situés géographiquement dans les territoires à coloniser ou à patriarcaliser, tout ce que l'on veut. Dans le contexte colombien, cela fait écho à ce que l'universitaire afro-colombien Jason Arcadio Meneses, je crois que j'ai noté ça quelque part ici, appelle el unisono del saber. Et en français, il dit, je ne vais pas dire ce qu'il a dit en espagnol, je vais dire directement ce qu'il a dit en français, il dit des siècles durant, dans une large mesure, les institutions relevant du système éducatif ont reproduit des schémas épistémicides importés, dévalorisant pseudo-scientifiques, reproduisant les inégalités, des canons ségrégationnistes, racistes, homophobes, sexistes, patriarcaux, classistes, régionalistes, etc. Par conséquent, les transformations structurelles au cœur du système éducatif doivent faire de la justice épistémique leur fer de lance, car face à des siècles de privilèges et de monopoles en faveur d'un écosystème fait de monoculture, de monolithisme, de monolinguisme, de bilinguisme hégémonique, de monoreligiosité, entre autres, les institutions doivent dorénavant ouvrir leurs portes au dialogue des savoirs, aux écologies du savoir, aux écologies linguistiques ainsi qu'aux accords de savoir. Fin de citation. Et là, je reviens pour titiller un peu l'organisation. Vous voyez, par exemple, avant que je n'arrive, il m'a été demandé si je pouvais éventuellement faire ma communication en anglais. Mais en fait, la question de la communication en anglais, mais ça reproduit justement ce mécanisme que l'on décrit, c'est qu'il y a des langues qui ne s'encombrent pas de vouloir parler des langues des autres. C'est qu'en fait, au sein de la science, si vous parlez anglais, pourquoi parler français? Pourquoi parler espagnol? Pourquoi parler portugais? Puisque l'anglais, c'est la langue phare pour la visibilité, pour faire circuler les savoirs, ainsi de suite. Donc, parfois aussi, choisir de parler une toute autre langue que l'anglais, c'est peut-être aussi un acte de dissidence, en fait. C'est de dire non, si je viens en France, c'est quand même pour parler français. Et puis aussi parce que j'ai mon interlocuteur, c'est le public qui parle en français et que bah, pour une fois, les anglophones fassent l'effort, voilà, parler aussi français et d'autres langues, en fait, voilà.
Le privilège de l'ignorance légitime n'est pas qu'une vue de l'esprit, ce n'est pas qu'une métaphore. Il a pignon sur rue, aussi bien au sein des espaces de savoir que dans les interactions au quotidien. D'autant plus qu'il sert de quitus aux circonstances atténuantes et de caution aux mesures dérogatoires dont pourrait s'arroger un individu ignorant la totalité des savoirs, des épistémologies, des informations parfois évidente, relevant du Sud global. L'hypostase de l'ignorance légitime serait donc à la base la conséquence d'une géopolitique de la reconnaissance au sein d'un régime de privilèges et d'exclusion entre ce que le paradigme du centre considère utile ou, au contraire, ce qui lui semble futile en fonction de ses déshydratats, d'exemple de tout ce qui découlerait du curriculum caché. Sur ce point, je pense à une réflexion de Lilian Thuram qui dit, je cite, imaginez un jeune blanc qui, durant sa scolarité, n'aurait jamais entendu parler de scientifiques blancs, ni de souverains, ni de révolutionnaires, ni de philosophie, ni d'artistes, ni d'écrivains de sa couleur, un univers où tout ce qui est beau, profond, délicat, sensible, original, pur, bon, subtil et intelligent serait uniformément noir et où Dieu, l'être suprême, serait aussi un noir. Imaginez la tempête qui se soulève en lui. L'enfant se demanderait si une seule fois dans l'univers, un blanc a fait quelque chose de bien. Jusqu'à ce qu'un jour, programme scolaire oblige, on lui délivre enfin une information sur lui-même. Tes ancêtres étaient esclaves. Cette seule information, l'histoire présentée ainsi, ne pourrait que l'inférioriser, pardon. Quel modèle pour son avenir, quel regard sur lui-même. Fin de citation. Ces propos de Lilian Thuram nous rappellent qu'un programme scolaire relève de choix politiques. L'auteur nous informe par ricochet que ces choix ne sont pas sans conséquences chez l'apprenant, particulièrement en contexte multiculturel et ce, en termes d'estime de soi et d'auto-représentation, surtout lorsque les collectifs minorés n'y sont représentés que sous l'angle de la caricature, du cliché ou du stéréotype. À ce propos, je citerai un fragment du roman Le duel des grands-mères de Diadier Ndembele, publié en 2022. À partir de références extra-littéraires, l'auteur propose une exégèse sur l'étatisation du système éducatif au Mali. Pour ce faire, il énumère les stratégies de francisation à l'œuvre en dialogue avec les pratiques punitives opérantes. Le récit est conduit à hauteur du regard de Ahmed, un jeune écolier bamakois qui dit, je cite, « À la maison, tout le monde parle. Songhai, Peul, Bambara, Soninké, Sénoufo, Dogon, Madinka, Tamashek, Hassania, Wolof, Bois, ici toutes les langues. Mais à l'école, personne n'a le choix. Il faut parler français. » J'aime la formule injonctive. Il faut parler français. Si l'idée me vient aussi de jouer le finon, de mélanger le français avec mes langues que personne ne comprend, tout le monde se moque de moi et j'hérite du symbole Walai Bilai. C'est un petit bout de bois carré, tellement magique qu'il peut tout seul créer de la division et de la soustraction dans l'argent de mon goûter. Mais moi, je ne me laisse pas faire. S'il me tombe dessus le jeudi, je le terrasse le vendredi. S'il revient le lundi, je lui brise les jetons le mardi. Ah, oh non, je ne vais pas me faire avoir aujourd'hui. Avant-hier, ce truand d'Adama Dansoko a glissé le symbole dans mon sac. Je n'avais même pas parlé en bambara. Je le jure sur le plat de ma fée que ma langue n'avait prononcé aucun mot archaïque en classe. Fin de citation. À la suite du fragment que je viens de lire, les politiques linguistiques en Afrique francophone, dans le cadre spécifique, qui se pensent aujourd'hui encore autour du français comme unique connecteur logique fédérateur perpétue par défaut un discours qui puise aux sources d'un monolinguisme culturel à contre-courant d'un contexte africain plurilingue. Sur ce point, à titre indicatif, j'aime rappeler que le français est la langue commune qui nous sépare. Ahmed, le personnage intradiégétique dans le roman, met en lumière l'hétérogénéité des injonctions contradictoires au sein desquelles les écoliers africains sont socialisés, notamment la normalisation d'une scolarisation monolingue au prisme avec un contexte socio-culturel plurilingue,
En illustrant cette réalité, le fragment du roman de Dadier met en exergue les avatars d'une violence épistémique qui ne se limite pas qu'aux considérations purement fictives, fictionnelles ou narratologiques. Le symbole auquel le personnage narrateur fait référence ici, en tant qu'élément extra-littéraire, est un signe distinctif qui fit Flores largement implanté durant l'époque coloniale, ayant eu pour conséquence à ce jour l'intériorisation d'une identité par contrainte chez les corps colonisés. Au temps du symbole, tout élève africain pris en flagrant délit pour infraction à la règle d'usage l'arborait à contre-cœur sous forme de châtiment. La règle d'usage de l'époque interdisait de parler dans l'enceinte de l'établissement scolaire des langues africaines au profit de la langue dite officielle, le français. Ici, parangon de savoir et épitomée de transmission des connaissances. La survivance de cette pratique pourrait être l'un des catalyseurs post-traumatiques à charge de l'infériorisation intériorisée des langues africaines réduites de nos jours en dialecte ou patois que l'on a honte de parler dans l'espace public. Dans le roman de Dadier, l'école française à Bamako représente non seulement le lieu de scolarisation, mais aussi le cadre d'intériorisation des injonctions sociales, à tel point que le système éducatif qu'il incarne ressemble manifestement à un espace punitif. Et par ailleurs, le vouvoiement à l'égard du corps enseignant impose la déférence, le prosternement, la subordination, l'obéissance, l'intransigeance et la soumission, tant et si bien que les châtiments corporels infligés aux apprenants conduisent à un décrochage scolaire matérialisé sous la forme de l'école buissonnière. Alors, je vais aller au 8, parce qu'il faudrait terminer. J'aimerais vous raconter l'histoire de ce masque qui est là et qui n'a pas parlé depuis le début. Le masque, c'est une digression qui va servir de conclusion. Pour la plupart de ceux et de celles parmi nous ici présentes, ayant grandi dans un système fondé sur un prisme tricéphale, à la fois racial, colonial et cis-hétéropatriarcal, de prime abord, ceci n'est qu'un objet d'art dont l'esthétisme ne se limiterait qu'à ce que voit notre inconscient collectif, c'est-à-dire la sublimation d'un visage féminin sculpté sur bois. Selon les prétentions encyclopédiques du Musée universel, l'objet sous nos yeux serait rangé systématiquement dans la catégorie masque africain. Or, cette taxonomie collectivement intériorisée résulte à l'origine d'une culture générale située, marquée du sceau d'un logocentrisme néocolonial traversé par le binarisme de genre, en fait, parce qu'ici, de prime abord, rien n'est supposé nous dire que ce soit une femme ou un homme, ce n'est qu'une sculpture. Aux yeux des membres de la communauté Pounou, dont est issu géographiquement ce masque, dans les provinces de la Nyanga et de la Ngounié au Gabon, le masque Mukudji, au-delà de ses qualités esthétiques évidentes, pourrait subsidiairement constituer un texte grand ouvert à une réflexion sur les épistémés endogènes où les métaphores du corps occupent une fonction psychopolitique centrale dans la mise en commun des écosystèmes du savoir, en dialogue avec l'intangible, l'humain et le non-humain. Le corps représente ici une mémoire collective, tel un livre vivant, dynamique, écrit à plusieurs, mêlant à tous les temps l'histoire, la généalogie, les migrations et l'identité d'un peuple. En termes d'interprétation, le masque Mukudji pourrait désigner l'ancestralité d'une représentation du corps de la femme Pounou, matérialisée sous forme d'écriture vivante, par une sculpture sur bois et peinte de kaolin. Le masque donne à voir l'image livide d'une femme plongée dans un sommeil profond, peut-être en état de songe, peut-être endormie pour l'éternité, d'où les yeux en amande fermés, évocation du lien inextinguible entre l'énigme de la mort,
le lieu sans lieu de l'invisible, le monde onirique et la réincarnation du vivant. Le masque Mukudi est généralement porté lors d'une cérémonie festive, à l'occasion de la naissance des jumeaux ou lors d'une commémoration liée à un deuil. De nos jours, comme la plupart des danses issues du patrimoine immatériel en Afrique, le Mukudi peut aussi être exécuté à l'occasion des fêtes nationales ou de manifestations politiques. Cela expliquerait dès lors les ressorts d'une danse publiquement exécutée aux fonctions à la fois artistiques, sociales, politiques et psychothérapeutiques. Sur le masque, l'accent est mis sur les traits du visage élégamment maquillés, rehaussés par des traits caractéristiques autrefois des atours de l'élégance des femmes Pounou, incarnation des canons de beauté du féminin idéalisé. Le modèle de cette coiffure variait selon le statut social. Mariée, veuve, mère de jumeaux, fiancée, promise ou célibataire, etc. Sur les tempes, l'on peut observer, et sur le front, on peut observer la proéminence des scarifications. On aurait dit des chéloïdes par bloc de 9 points sous forme de losange, en référence à la séparation sur les rives du Congo des 9 clans Pounou d'origine. De plus, selon la cosmogonie endogène, ces scarifications, transpositions plastiques des écailles et plus tard du miroir, confirment, semble-t-il, l'origine des milieux aquatiques des formes, en double écho à la quête identitaire et à la quête ou reconquête du spirituel. Au vu de ce qui précède, le masque Mukudi s'interprète comme un chapitre non négligeable issu des épistémologies de la mémoire collective, tributaire de la communauté pour nous. Si pour les profanes, pour nous, pour tout le monde, ceux qui ne sont pas en contact avec les éléments culturels des communautés pour nous, le masque n'est rien d'autre qu'un objet d'art. En revanche, nous pouvons remarquer que la polysémie de sa symbolique lui donne une valeur ajoutée. Cela me permet d'en venir au cœur de ma communication, en un mot, souligner le lien entre la grille de lecture subjective que chacune et chacun de nous peut se faire du masque, d'une part, et sa fonction sociale, vitale ou œcuménique dans l'écosystème d'appartenance, d'autre part. Je veux par là dire en un mot, pour finir, que tout regard est situé, même lorsque l'hégémonie de ces prétentions se part de façon dominante ou surplombante des vertus de l'universel ou de l'impersonnel. Car la perspective que nous portons sur les choses dépend de façon implicite des biais cognitifs de nos paradigmes de référence en arrière-plan. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions? If you have any questions in English, I'm happy to translate as well. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation très, très intéressante, unique pour ma part. Donc, c'est d'autant plus fascinant. Et je peux revenir sur les réseaux sociaux dont vous avez parlé. Pour nous, pour les réseaux sociaux sont aussi véhiculent également des, des savoirs qui ne sont pas des savoirs, enfin des non-savoirs qui sont dangereux, qui sont... Comment faire la part des choses par rapport à ce que vous avez mentionné et choses que vraiment pour moi j'ai découvert là en fait. Les réseaux sociaux, je les bannissais un petit peu, mais en fait non, vous avez raison, c'est du savoir. Et comment différencier entre ces deux aspects qui est du savoir et du non-savoir. Enfin, je ne sais pas si on peut dire du non-savoir. Moi, je ne suis pas du tout dans le domaine des sciences sociales. Voilà, donc je ne sais pas quel est votre avis par rapport à ça et comment faire la différence et qu'est-ce qu'on en fait. En général, lorsqu'on dit réseaux sociaux, on imagine tous les débats, les grandes diatribes où les gens s'entre-déchirent via une page comme, enfin, un réseau social comme X où on envoie des messages de violence. Moi, je parle des archives qui sont produites aujourd'hui sur les réseaux. C'est qu'il y a des communautés, il y a des groupes de réflexion scientifique, en fait, des personnes qui ont un background et qui produisent des archives complémentaires ou parallèles à l'université. J'ai par le passé, je me suis amusée un jour à faire une sorte
sélection d'archives qui étaient pour moi des réflexions pertinentes. Aujourd'hui, par exemple, j'utilise beaucoup pour renforcer un sujet des liens qui expliquent en de termes simples ce que j'aurais peut-être pu expliquer de façon très complexe. Donc, pour moi, ce n'est pas le réseau social dans l'idée d'entrer dans une réflexion sur Facebook et puis de puiser des choses, mais vraiment d'aller sur les archives en ligne. J'entends archives en ligne, en fait, quand je dis réseau social, ce sont des archives en ligne qui sont produites et qui permettent de faire avancer la recherche et qui me permettent d'avoir un autre regard au-delà du livre. Je veux souligner surtout que le livre, il est élitiste, en fait. Le livre, il va obéir à une ligne éditoriale, où parfois, certains livres ne seront jamais publiés parce qu'ils n'obéissent pas à la ligne éditoriale de cette maison d'édition-là. Le fait qu'on cherche une stratégie pour pouvoir publier ces autres voix qui ne s'entendent pas par des mécanismes traditionnels, pour moi, c'est une production crédible. Évidemment, même dans des débats en ligne sur des réseaux sociaux comme Facebook, sur X, où il y a une violence qui s'exerce, le cyberharcèlement et tout ça, moi, ça me permet d'avoir des outils à charge pour pouvoir faire une analyse, en fait, sociologique et tout ce que l'on veut. Pour moi, aujourd'hui, le fait que l'élection de Trump est supposé, c'est le plus grand résultat de ce qu'aujourd'hui l'algorithme va déterminer le monde, en fait. C'est-à-dire qu'un monsieur s'est servi de sa puissance digitale pour pouvoir faire basculer une élection de cette envergure-là, à ce niveau-là. Donc, on ne peut pas se dire qu'en fait, c'est un espace où on va juste s'ennuyer. Je me suis inscrite sur TikTok parce que ma fille est sur TikTok. Je veux savoir ce qu'elle fait là-bas. Je veux savoir comment elle interagit là-bas. Je vais pouvoir converser avec elle pour comprendre comment des gens sont en train de créer des petites capsules pour atteindre une jeunesse que l'on considère être désœuvrée. Donc, ce sont ces questions-là que l'on ne doit pas nier ou que l'on ne doit pas regarder de haut parce qu'on serait à l'université. Ce sont des faits sociaux et des gens de plus en plus sont en train de travailler sur ces réseaux-là parce que ça produit, ça impacte, ça transforme et ça influence profondément la société. Donc, pour moi, les réseaux, ce sont des espaces de réflexion pour voir pourquoi le système ou l'élite a failli au point où n'importe qui se croit dans le droit de prendre la parole pour contrecarrer des choses. Vous savez, au début, les réseaux sociaux, c'était considéré comme quelque chose d'isolé. Aujourd'hui, les institutions, avant de passer une information par voie administrative, passent d'abord par les réseaux. Pour écouter ce que Macron a à dire aux Français, il va d'abord le dire sur un réseau social. Et pourtant, à l'époque, ce n'était pas ça. À l'époque, c'était d'abord des voies institutionnelles, l'écrit, les textes et tout ça. Et puis, j'aime beaucoup le réseau social, les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que c'est le règne de l'oralité, en fait. Enfin, on sait que les Africains ont produit de l'oralité, mais en fait, c'est une oralité qui est désormais crédible. On parle juste. C'est une vidéo qui dit des choses en peu de mots, mais on n'écrit pas. Et ça, pour moi, c'est très important. Merci beaucoup. Bonjour. Merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'avais un peu une question sur, étant donné que la communication, c'est votre, votre cœur d'études scientifiques, etc., comment vous trouvez un équilibre où vous réfléchissez votre présentation de votre travail entre la justesse des mots, des exigences militantes, académiques, où chaque mot a une importance très forte, et l'équilibre avec la transmission pédagogique dans des milieux hors universitaires et plus compréhensible aussi. Voilà. Alors, au départ, on ne prévoit pas d'utiliser une pédagogie X ou Y. J'ai assisté souvent à plusieurs formations sur la pédagogie universitaire. J'ai toujours eu l'impression, en fait, qu'on faisait mention de grands pédagogues, de grands théoriciens, mais dans mon cas, la réalité me rattrapait. C'est que, comment je mets ça en pratique, en fait? Donc, il y a des failles. Et j'en viens à l'idée qu'en fin de compte, des théories que nous produisons, que nous diffusons, correspondent aussi à nos propres réalités. Il y a des théories qui sont peut-être pertinentes, mais peut-être qui ne cadrent pas avec ma réalité concrète. J'en suis arrivée à ce que je devais peut-être me servir de tout ce que je suis. Je ne suis pas que littérature, je ne suis pas qu'écriture dans le sens occidental du terme. Je vais souvent dans des zones reculées pour comprendre comment eux, ils font œuvre de pédagogie et ils se font comprendre le plus simplement du monde sans nécessairement avoir eu fait de grosses thèses, en fait.
Ces vacances-ci, par exemple, je suis allée dans mon village. J'aime beaucoup aller dans mon village parce que là-bas, je me dis comment eux, ils font de la pédagogie au quotidien. Et j'apprends de ça. Et je théorise après en tant que chercheuse pour mettre des mots, pour verbaliser des mécanismes et qu'on comprenne. Et cela aussi me permet en fait de faire œuvre de justice épistémique. Je suis toujours animée par ça, cette justice épistémique-là. C'est que, en fait, moi, quand je vais dans mon village, il n'y a pas un moment où on est en train de vous faire cours. On fait cours à tout moment, selon les contextes, par rapport à ce qui se présente. Et puis après, mais je me dis, mais pourquoi on ne doit pas faire ça comme ça, en fait? Pourquoi je ne pourrais pas m'approprier ce savoir, ce potentiel-là, pour le transmettre dans les universités? En fait, ils sont en train de faire une pratique. Pour eux, il n'y a pas de différence entre la production de la théorie et la pratique. Les deux vont ensemble, donc pratique et théorie. Expérience. C'est pourquoi je parle aujourd'hui de reconnaître en fait la production, l'expérience, la notoriété de l'expérience dans la production des savoirs. C'est que c'est la notoriété de l'expérience qui fait compétence dans ces contextes-là. Alors moi, je me dis, c'est très enrichissant pour moi. Au-delà du fait que je parle des langues occidentales, que je circule dans les universités occidentales, peut-être que si j'apportais ça, ce serait bien. Le masque, j'ai une collection de masques à la maison, mais puis je me suis dit, attends, mais ce serait pas mal de parler de ce masque-là. C'est aussi une façon que ceux qui sont là se disent, attends, ce n'est pas qu'un masque africain, c'est qu'il a une fonction psychothérapeutique, il a une fonction politique, esthétique, sociale, ainsi de suite. C'est pour moi des atouts, en fait, que je mets, que j'ajoute. Je ne saurais jamais vous dire quand est-ce que je suis militante, quand est-ce que je suis pédagogue. Je retiens aussi que quelque part, pour moi, la neutralité, c'est en fait la subjectivité des dominants. Ce sont ceux qui peuvent imposer le récit, qui s'autoproclament objectifs. Voilà. Merci énormément. On va devoir passer aux prochaines présentations, mais il y aura une table ronde juste après. Merci pour ce discours qui est vraiment nécessaire. Merci. Okay.